présentation pour vous, pour partager avec vous ces deux instruments polyphoniques. Poly, c'est plusieurs, et phone, c'est voix, plusieurs voix à la fois. On peut jouer avec ces instruments-là. Parce que parfois, on peut jouer une voix avec violon, une voix avec la flûte, et puis on peut chanter avec une seule voix, ou en chorale, justement, quand on chante en chorale. Il me semble que vous chantez, et vous avez un super professeur qui vous apprend cela, donc vous chantez en polyphonie. Donc l'instrument accordéon, basse chromatique, il a des ressemblances avec le piano, qui aujourd'hui malheureusement n'est pas là en grande taille, en réel, avec des cordes et des marteaux, mais électriques, mais qui donnent des bons sons quand même. Donc, les points communs entre ces deux instruments, c'est qu'il y a des touches blanches et les noires, déjà, avec les sonorités à un grand instrument, donc grand-père de piano, et aussi un instrument qui est inspiré des fabricants de l'accordéon, c'est l'orgue, grande-père de ces deux instruments-là. Roman, il va vous présenter cet instrument parce qu'il est plus original, plus rare que le piano. Le piano, vous connaissez. On en parlera plus tard de cet instrument de piano, mais je passe la parole à mon frère. Et vous le connaissez sous le nom d'accordéon. Et donc, le nom indique que l'accord est là. Pourquoi? À l'époque, c'était fabriquer une petite boîte avec le soufflet et avec des petites langues métalliques qui vibraient sous la compression d'air. Donc, il fallait donner cet air avec ce soufflet. Il fallait souffler dedans pour que ça vibre. Et il y avait 5 hanches métalliques qui sonnaient en accordéon. En tirant, c'était un accord pour créer une harmonie. En poussant, c'était un autre accord pour donner une autre harmonie. Et ça servait à donner la justesse harmonique pour les chorales dans les églises où il n'y avait pas d'orgue ou pas d'instrument musical pour s'accorder. C'était une sorte de diapason d'accords, d'harmonie. Voilà. Et depuis, cette petite boîte a bien évolué, mais les accords précomposés, qui étaient d'abord en 5 lames, ensuite en 4 et ensuite en 3, sont passés à la main gauche. Et quand j'appuie sur un bouton, vous allez entendre un accord, on dit ensoleillé, un accord majeur. Un accord un petit peu plus triste, mineur. Et un accord septième qui a une attirance. À vos souhaits. Voilà. Et à côté, il y a aussi les basses pédales, dans lesquelles on peut jouer comme la contrebasse ou la basse guitare, ou l'orgue avec son pédalier. Et entre les basses et les accords, quand on fait la coordination rythmique, on peut faire ou une polka, ou une valse, ou parfois dans les pays de Caraïbes, quand on est allé faire des concerts là-bas, et ils jouent avec leur propre rythme un petit peu dans le begin. Voilà, donc chaque pays a adapté cet instrument et a créé les danses et les musiques traditionnelles, les chansons, puisque à la fois elles peuvent s'accompagner et à la fois c'est un instrument transportable. Comme Anna l'a dit, il y a beaucoup de choses en commun. Vous voyez, sur le clavier piano, il y a des touches noires et blanches. Ici, il y a aussi les touches noires et blanches, mais plus rondes. Il existe les accordéons touches piano. En pays slave, on les appelle tout simplement accordéons. Et en touche-bouton, on les appelle les bayan. Bayan, c'est le nom d'un légendaire qui se déplaçait de ville en ville en racontant sous la musique, en s'accompagnant de l'harmonie de l'instrument à cordes de Gousli, les légendes chantantes. Donc c'était des poètes comme les troubadours, les trouvères ici en France à l'époque. Du coup, l'accordéon se déplace de ville en ville, il raconte des histoires, il fait rêver ceux qui les écoutent. Le piano, l'orgue, le clavecin et l'accordéon, c'est des instruments polyphoniques
avec la seule différence qu'ici, il y a de l'air. Et avec l'air, comme avec la voix, donc il y a beaucoup de musiciens parmi vous ici qui sont apportés leur instrument naturel, on peut faire évolution dynamique. On peut faire augmenter le son et le faire descendre. Le piano, il peut faire descendre le son, le piano naturel. L'orgue, c'est un son droit. Les tuyaux comme vertical, parfois horizontal aussi, c'est comme des petites flûtes ou de grosses flûtes. Mais on dira plus tard par rapport à ça. Et l'orgue, il a aussi des registres. Chaque registre a un timbre différent. Ici, dans cet instrument, moi j'ai parfois les registres pour le menton et parfois il y a 15 registres que je peux appuyer avec les doigts. Il y a 4 instruments avant qui limitent de l'orchestre symphonique. Le premier, c'est le basson. C'est un instrument long comme ça, à voix, et la sonorité est assez grave. Il y a la clarinette qui est beaucoup plus douce. Il y a le hautbois qui est un petit peu plus dans le nez comme ça, médium. Et la flûte piccolo qui imite les chants des oiseaux. Quand on mélange les instruments dans leur ensemble pour faire bien, et dans le mot bien, c'est le bi-un, pour que ça sonne et ça donne une identité à part entière, eh bien on peut entendre parfois la sonorité d'orgue. Dans cette salle, vous pouvez apercevoir cette sonorité qui s'approche de l'orgue. Je vais vous interpréter une pièce. On va commencer par les époques. On va vous faire voyager avec votre imagination. Et on va commencer par l'époque baroque, la musique classique. Et les compositeurs de la musique classique n'ont pas connu cet instrument parce qu'il est jeune. Il a à peu près 100 ans, pas plus. Après lui, il n'était que le saxophone qui était inventé. Et je vais vous interpréter donc l'arrangement adapté pour cet instrument d'une musique pour l'orgue de Dietrich Buxtehude. C'était un compositeur allemand-danois qui était le professeur, en quelque sorte, de Johann Sebastian Bach, qui allait à pied jusqu'à Lübeck. Il a parcouru 200 km à pied pour écouter son concert et prendre des cours d'harmonie et de contrepoint pour écrire des pièces pour l'orgue. Et donc, je vous interprète un petit extrait de sa chaconne de Dietrich Buxtehude. À part les registres à la main droite, il y a aussi un registre à la main gauche qui fait transformer le basse standard avec les accords en basse chromatique. Et je pourrais jouer, chroma c'est les couleurs, la gamme chromatique, gamme c'est l'union. Et comme dans l'arc-en-ciel il y a 7 couleurs avec leur dégradé, dans la musique, il y a 7 notes avec leur dièse et bémol, et qu'on peut monter la sonorité du grave au plus aigu, comme au piano. Et donc, parfois, on peut mélanger tous ces systèmes, et je vais vous interpréter donc avec le basse chromatique, comme on appelle ça, la pièce de Dietrich Buxtehude. Un petit extrait.
Johann Sebastian Bach, qui était élève de compositeur que vous venez d'entendre, Buxtehude, il était un compositeur, le père de tous les autres compositeurs de l'époque romantique, classique et puis moderne, parce qu'il a vraiment composé toutes les possibles harmonies que les autres compositeurs vont copier, un petit peu arranger et faire mieux. Mais c'est lui qui a donné vraiment la base, le traité d'harmonie aux autres compositeurs. Sacré papa. Oui, c'est vraiment un... Il avait beaucoup d'enfants alors. Oui, il avait justement 20 enfants. Donc 13 avec une femme, Anna Magdalena Bach, et 7 autres enfants avec une autre femme. Donc évidemment, la mortalité était dans l'époque assez importante. Il y avait moitié de ces enfants qui n'a pas survécu très longtemps. Et justement, il a écrit pour l'orgue essentiellement et pour les chorales. Et vous reconnaissez sûrement un œuvre qui est très connue au monde entier, qui s'appelle Toccata et Fugue en ré mineur, qui est normalement jouée avec les tuyaux. Et d'ailleurs, savez-vous combien de tuyaux maximum on peut avoir dans l'orgue? Je donne peut-être 4 possibilités de répondre, 2 ici et 2 ici. Alors, oui? Oui, beaucoup. Beaucoup, mais combien? À peu près, c'est comme aux enchères. Hein. Oui? Combien? Oui, j'ai 50. Un petit peu plus. Encore? Oui? 50? Allez, oh, allez, non, un petit peu plus? 60. Qui dit plus? Qui dit plus? Non, encore plus. 70. Alors, bon, je pense que vous avez une petite marge. Vraiment, parce que dans la cathédrale de Saint-Eustache à Paris, 8, 0, 0, 0, 8000 tuyaux. C'est l'orgue le plus grand qui sert à jouer dans cette église. À Notre-Dame de Paris, c'est à peu près 7000 tuyaux. Alors parce qu'il y a 56 notes au clavier de l'orgue, et puis chaque note a 36 ou 48, ça dépend, de timbres différents. Et donc, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et l'orgue, justement, c'est un instrument à vent où il y a une sorte de soufflet, bon, presque comme l'accordéon, qui passe en permanence et il a des claps qui s'ouvrent ou qui se ferment dans tel ou tel tuyau quand on appuie une note. Et donc, juste un petit extrait que vous reconnaîtrez. Avec un instrument qui ressemble à l'accordéon, mais qui jouait très peu. Il est avant, mais sans souffler.
Comme vous voyez, il y a touche de boutons aussi. Et il est fabriqué ici en France. Celui-là, il est fabriqué par l'artisan Marcel Dreux. Et on souffle dedans comme une petite flûte avec les touches boutons. Vous savez que la flûte, c'est l'instrument le plus ancien au monde. On va faire aussi un quiz. Oui. Alors, quel âge est là la flûte alors? Donnez-nous approximativement l'âge de la plus ancienne flûte qui était découverte. Allez-y. 8 000 ans. 10 000. 10 000 8 000. 3 000. Alors, c'est 35 000 ans. C'est vraiment dans la période néandertale qu'on a découvert les petites flûtes qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans les musées en Allemagne. C'est une sorte de petit bout de bois avec les trous. Et on savait que déjà les gens de l'époque produisaient les sons avec la flûte. En imitant la sonorité, ils prenaient des tiges de bambou, n'importe quel élément de la nature pour produire le son. Celui-là, c'est tout moderne. Avec l'accordina, on va vous interpréter un petit extrait de Johann Sebastian Bach qui a écrit pour la flûte et l'orchestre. Et ça s'appelle la badinerie. Dans la pièce orchestrale, on l'appelle aussi scherzo. C'est un terme italien qui veut dire une plaisanterie. Donc, en français, on dit badinerie. Encore pour ce terme, la main gauche. Comment cette pièce va sonner avec l'accordéon et avec le soufflet? Comme je disais tout à l'heure, la flûte piccolo était associée souvent au chant des oiseaux. Et les compositeurs étaient très inspirés souvent de la nature. Un ancêtre d'instrument de piano, à côté de l'orgue, c'est aussi le clavecin. C'est un instrument à cordes pincées, puisque le piano, c'est un instrument à cordes frappées. Il y a des petits marteaux qui frappent les cordes tendues, et c'est comme ça que produisent le son. Et le clavecin, ça pince les cordes, et c'est assez cristallin aussi. La sonorité, c'est un instrument plus ancien, qu'on utilise toujours. Louis-Claude Daquin, compositeur français de l'époque baroque, a fait des petites pièces pour le clavecin dans son album, et donc, dans une pièce, il a imité le chant de coucou. Alors, c'est à vous de deviner dans quelle partie et quand vous allez entendre ce coucou. Est-ce que ça sera à la main gauche? Est-ce que ça sera à la main droite? Et combien il y en a? Mais c'est juste un petit extrait.
Combien? Oui, bonne observation. Oui. Environ? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas compté, parce que comme c'est un extrait, je vous fais confiance. Bravo. Donc, la pièce elle est beaucoup plus longue, on l'appelle rondo parce qu'il y a des reprises qui reviennent souvent. Voilà, vous avez pu entendre cette sonorité, c'est cristalline. Et je passe la parole à Anne. Bien sûr, la nature était inspirante pour beaucoup de créateurs. Les compositeurs étaient inspirés par les chants d'oiseaux. Et puis, un des compositeurs français que vous connaissez, je passe un petit peu de baroque, vraiment musique un petit peu plus moderne, qui s'appelle Claude Debussy. Il a adoré les éléments, le vent, l'eau, le feu, et il a inventé même une gamme. Normalement, la gamme, c'est à 7 sons, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il a enlevé juste 2 notes et ça a devenu la gamme de 5 sons. Ça s'appelle pentatonique. Pente, c'est 5. Des histoires aquatiques, genre, peut-être, je peux vous montrer. On a fait des pièces qui s'appellent Les Voiles, Ce que veut le vent de l'Ouest, ou bien Au clair de lune. Un autre compositeur qui adore aussi la nature, on va revenir vers baroque, c'est Antonio Vivaldi. Il a écrit 4 saisons et puisque nous on vient des pays où il y a beaucoup de neige et il y a beaucoup de froid, on adore l'hiver. Une œuvre qui était écrite pour l'orchestre de chambre, c'est-à-dire les cordes. Mann, il n'a pas amené son violon aujourd'hui, donc normalement ça se joue avec les archets. Les archets pèsent peut-être 20 ou 30 grammes, et l'accordéon qui va imiter le trémolo d'archer qui pèse 7 kilos. Et il est super musclé, oui mon frère. On va vous interpréter un petit extrait de l'hiver de Antonio Vivaldi. La composition des instruments à cordes et à l'archet, ça s'appelle comment? Est-ce que vous savez?
C'est un orchestre à cordes. Et quand il y a aussi les instruments avant, ça devient l'orchestre symphonique, avec les timbales aussi, parfois. Avec ma soeur, quand on est venu ici en France, on ne parlait pas du tout français, et on a commencé à apprendre la langue française ici par le son, en associant aux images, et parfois certains mots laissaient un petit peu dubitatifs. Pourquoi, par exemple, on disait une rivière qui coule et à la fois un bateau qui coule? Alors, est-ce que c'est horizontal ou vertical comme mouvement? Ou parfois c'est une personne et parfois il n'y a personne. Et le mot personne, j'ai trouvé le sens, en creusant un petit peu, ça vient de théâtre. C'était un masque, en latin on dit persona, pour faire jouer, pour faire sonner, à la fois persona tragica ou persona comica, et à la fois le personnage, l'acteur qui animait ce masque, il était caché, donc on ne voyait personne derrière personne. Le théâtre en musique, vous savez, qu'est-ce que c'est le théâtre en musique? Est-ce que vous connaissez? L'opéra, bravo. Et l'opéra, le berceau de l'opéra, il est dans quel pays? Où est né l'opéra? Italie, bravo. Et donc, en Italie, l'opéra comique, on l'appelait l'opéra bouffe, mais rien à voir avec ça, hein, en français. C'était le bouffe de bouffon, un comique. Et le personnage dans l'opéra comique, l'opéra bouffe de Gioacchino Rossini, le barbier de Séville, s'appelait le Figaro. Il était à la fois serviteur d'un maître et à la fois de l'autre maître. Il ne se connaissait pas. Il fallait qu'il court quand même de droite à gauche pour essayer de servir à tout le monde. Il était à la fois ici, à la fois là-bas. Le personnage, il s'est présenté sur scène pour la première fois. Il a chanté sa présentation, on l'appelait Cavatina. C'est l'air de Figaro. Et l'orchestre, il était devant lui, comme ça. À un moment donné, on a creusé un trou devant la scène parce qu'on n'arrivait pas tous ressembler sur scène. Parfois, les scènes étaient petites. Et on a mis tous dans ce trou. Vous connaissez comment ça s'appelle ce trou pour l'orchestre? La fosse. Je suis sceptique. Dans la fosse. Jusqu'au bout, les pauvres musiciens, avec leur archet, leur trombone, les coulisses, tout ça. On a tous rassemblé à l'intérieur de cet instrument magique. Et je vais vous interpréter un petit extrait aussi de l'air de Figaro de compositeur Rossini, où l'accordéon va jouer comme un orchestre symphonique. Et parfois, je vais changer son personnage quand il va changer les maîtres avec mon menton. Et vous allez apercevoir dans quel moment ça sera.
Oh. D'opéra aussi se passe un autre spectacle. C'est lequel? C'est le ballet. Quand j'étais petite, j'ai reçu en cadeau un ticket pour aller regarder et écouter le ballet mondialement connu de Piotr Tchaïkovski, qui s'appelle Casse-Noisette. J'ai adoré ce ballet, c'est vraiment un ballet national. Tous les enfants vont avant Nouvel An dans le théâtre et voient cette magnifique conte qui raconte des histoires. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu Casse-Noisette. Oui, vous connaissez. Et dans cette Casse-Noisette, il y a un instrument très rare qui est rendu mondialement connu, une petite boîte comme piano qui s'appelle Célesta. Un jour, en 1888, Tchaïkovski allait à Paris. Il a voyagé et il a découvert un instrument qui était fabriqué par deux frères français qui s'appelaient Mustel. Donc c'était des relations franco-russes très très proches. Et Tchaïkovski a amené Célesta en Russie et il a composé la danse de Fée-Dragée qui est maintenant mondialement connue. Donc moi j'ai voulu être danseuse parce que j'étais amoureuse des petites pointes, on va dire. Donc j'ai abandonné cette idée d'être danseuse, mais aujourd'hui je danse avec les doigts. Donc la danse de Fée-Dragée de Casse-Noisette. De ballet, le compositeur Aram Khachaturian, compositeur arménien, était aussi le chef d'orchestre. Il y a une petite anecdote qui circule que pendant sa représentation de son ballet gaïanais, quand il dirigeait ça à Barcelone, on l'a posé la question: qu'est-ce que vous voudriez découvrir dans notre beau pays catalan? Il dit: ah, j'ai un rêve de rencontrer un jour Salvador Dali. Ça va être un petit peu compliqué, mais on va voir ce qu'on peut faire.
quelques temps plus tard, ils ont annoncé qu'ils ont obtenu 15 minutes de son temps précieux et qu'il fallait être à temps. Il est arrivé à Cadaqués, on l'a accompagné dans le salon, donc il y avait une table à boire et à manger, mais le célèbre peintre n'était pas là. 5 minutes, il a attendu 10 minutes, et commençait à s'impatienter, il a déjà versé un petit verre pour boire, pour déshydrater. 12 minutes, il ne restait que 3 minutes, et tout d'un coup, il y a les enceintes qui s'allument dans le salon, la porte s'ouvre, et le Salvador Dali, avec le balai à la tête de cheval, et un sabre dans l'autre main, vêtu tout nu, quoi, commençait à galoper sous sa célèbre danse de sable qui commence à sonner dans les enceintes. Il a galopé autour de table quelques fois, et puis il est reparti. Et quand la pièce est finie, on est venu en disant que son entrevue était terminée. Quand il est arrivé en Arménie, on lui posait la question, alors racontez-nous votre entrevue. C'était inoubliable. Voilà, c'est cette petite histoire, mais on va vous interpréter un petit extrait de cette danse avec des sabres, et c'est à vous d'imaginer ce que vous voulez. Vous avez une bonne imagination, on continue d'imaginer. Évidemment, incontournable personnage des contes slaves, c'est les princesses endormies. Imaginez, dans une clairière flotte une voile transparente. À travers, comme dans une brume légère, apparaît cette princesse endormie. Autour d'elle, le temps s'arrête. Pas un chant d'oiseau, même pas un murmure du vent. Même les gouttes de rosée sont suspendues dans les airs, comme les diamants scintillants dans le silence. Quand on était petit, à l'école de musique, on nous enseignait la musique à travers des images. Et je me rappelle encore une petite suite que j'avais interprétée quand j'avais 10 ans, de 3 mouvements
que j'aimerais vous partager pour faire voyager avec cette petite suite pour enfants. La première, c'est la polka, la première partie. C'est une petite fille avec un garçon qui danse. C'est tout mignon. Le deuxième, c'est l'orgue de Barbarie. Ce n'est pas l'orgue de tout à l'heure avec les tuyaux. C'est l'ancien instrument en bois, comme ça, qu'on tournait la manivelle. Vous connaissez? Ah oui. Voilà. L'orgue de Barbarie. Et le troisième, en général, là où il y avait l'orgue de Barbarie, dans les marchés, on organisait de l'époque des petites batailles de coqs. Vous pouvez imaginer une petite bataille de coqs où le coq qui gagne, il va crier le cocorico en français ou cocorico en russe, mais c'est la même chose. Voici ce que j'imagine, je vous propose d'imaginer. Quand j'étais petit, il y avait les toupies qui étaient un petit peu mécaniques comme ça, qu'il fallait faire pomper un petit peu à la main pour que ça tourne. Et il y a une pièce qui était écrite pour le piano, que j'avais joué quand j'avais 9 ans. C'est une pièce comme Vol du Bourdon, mais en imaginant que la toupie qui tourne, à un moment donné, elle ralentit, il veut tomber, mais le petit garçon, il les fait remarcher, comme ça, il tourne le deuxième tour, et puis il tombe.
cette petite polka. Et le mot image, c'est vraiment lié avec le cinéma, n'est-ce pas? Donc vraiment, on n'est pas des spécialistes de musique de film, mais on se dit peut-être on va vous faire plaisir parce que de baroque jusqu'à la musique d'aujourd'hui, ça reste la musique qui parle à tout le monde. Et puis moi, je me suis dit, bah, pour la Celesta, vous avez entendu déjà la danse de Federager, et John Williams qui a composé la fameuse musique pour, vous allez rencontrer vous-même dans votre imaginaire ça. Avec le cinéma, c'est, vous allez deviner? Continuer. Hein, mais... Mon frère ne connaît pas très bien cette musique parce que c'est une autre génération. Alors,
Qui connaît ces dessins animés? Oui? C'est Nausicaa. Et qui est le réalisateur? Ouais. Miyazaki. C'est Miyazaki, oui. Et la musique, c'est Joe Hisaishi. Alors quand j'ai découvert ça, bon, j'ai un fils de votre âge qui a 12 ans aujourd'hui. Il adore faire vraiment tourner en boucle le disque de cette musique-là. Mais Joe Hisaishi, japonais compositeur, qui était beaucoup inspiré par les harmonies de musique de Rachmaninoff, de Tchaïkovski et aussi évidemment, bon, dans les harmonies, c'est toujours Bach qui est présent un petit peu. Imaginez ça. Et donc on va continuer avec un petit peu la musique du monde qui était très très connue maintenant. Oui, en France, on va revenir en France. Alors, je vais vous jouer un petit thème et vous allez reconnaître, c'est un thème français que vous pourriez peut-être reconnaître, c'est un petit quiz. Est-ce que vous connaissez quelle chanson était chantée pour l'ouverture de l'Olympiade par Céline Dion? Dans la fermeture. Oui, fermeture sous la Tour Eiffel. Vous vous souvenez? C'est hymne à l'amour. Russe qui s'appelle Kalinka. Alors, Kalinka, c'est une petite baie qui ressemble à la framboise. C'est une petite fruit rouge qui est normalement un peu acide. Et on a fait une petite... ouais, elle est très jolie. On a fait une petite comparaison que quand on goûte à quelque chose qui a l'air très très bon, mais parfois désagréable ou acide au goût, ça peut être comparé comme un sentiment d'amour, qu'on voit quelque chose ou quelqu'un qui est beau et belle, et puis on peut se brûler les ailes. Donc un tout petit peu avoir cette gêne où l'amour ne peut être possible parfois. Donc dans les paroles de Kalinka, Malinka, Maya, ça veut dire que Kalinka c'est le B, le petit fruit, mais derrière ce sens, il y a c'est ma belle, qu'est-ce que tu es belle, mais que tu es difficile dans la vie. Donc on va vous apprendre, c'est très facile. Kalinka. Donc, Kalinka. Ça va pour l'instant? Kalinka. Trois fois. Attention, il y a Moya. Kalinka Maya. À moi. À moi, ça veut dire que tu es à moi. C'est le cas. Malinka, c'est framboise. Maya. Elle est aussi rouge. Elle est plus sucrée. Voilà, donc Kalinka Maya,
Sadu Yagada Malinka Malinka Maya. Est-ce qu'on peut répéter sans chanter pour l'instant, juste pour prononciation russe? Alors, attention, le rythme, je vais voir comment vous avez bien appris au choral, le rythme et la vitesse. On prononce les paroles. Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya. Sadu Yagada Malinka, Malinka Maya. Ça va? Et maintenant avec la musique, ça va? Et maintenant, est-ce que vous allez reconnaître cette petite chanson? Vous connaissez? On a entendu ce... Bravo! Mais ça, c'est un vrai choral. Bravo la professeure. Vous êtes formidable. Et alors, ainsi, on a pris le thème, on a pris un petit peu de ce thème-là et on s'est dit, la lune, elle brille pour tout le monde, on est tous sur la même terre. Et alors, on a fabriqué un petit peu à la manière russe, qui est aussi appelé la lune qui brille, qui est tirée en inspiration au clair de la lune française. Je vais vous jouer une pièce, une petite variation là-dedans. Donc vous avez déjà bien chanté. Maintenant, j'aimerais voir, est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu avec vos applaudissements pour que j'ai tendance un petit peu de traîner les pieds pour me remettre sur les rails. Qui s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? C'est un instrument traditionnel russe qui s'appelle balalaïka. C'est trois cordes. Elle n'est pas accordée. Moi, je ne sais pas jouer cet instrument, mais je vais faire imiter cet instrument qui se joue normalement avec les doigts comme ça. Aller-retour. Avec Roman, on va vous interpréter un morceau qui est très connu en Russie, en Ukraine, en Biélorussie. C'est le morceau folklorique qui s'appelle Valenki. Les bottes en feutre de laine compressée, très chaudes, donc en fait elles sont pas très confortables à marcher, mais quand il fait moins 40 dehors, avec 2 mètres de neige, et il faut aller chercher de l'eau dans la rivière où il y a juste, on fait le creuse de trou, et à l'époque, vraiment il n'y avait pas encore tout ce système d'électricité et de l'eau qui circulait partout. Le folklore, ça vient des chants traditionnels anciennes. Valin qui veut dire cette chaussure qui est chaude, mais aussi dans l'histoire de la chanson, c'est le garçon qui chante cette chanson en jouant à la balalaïka, à sa bien-aimée, en disant « Ma chère, je vais trouver
mais je suis sûre, mais je vais te trouver à l'autre bout du monde. Donc, Valenki pour la fin de notre rencontre. Merci beaucoup pour cette organisation et je voulais savoir si jamais vous avez des questions. C'est le moment, on est là pour répondre. On a encore un petit peu de temps. Oui, voilà, on a quelques petites minutes, on serait ravis. Oui. Ah, c'est magnifique, c'est bien, il y a des musiciens dans cette salle, bravo, super. Donc, merci. Anna, elle a ce groupe avec les violonistes, tu peux en parler? Oui, bon, moi je joue parfois dans l'orchestre, on m'appelle pour que je joue là, justement Célesta pour Nouvel An, je joue avec les chanteurs d'opéra, les chanteurs pop aussi, à Paris quand j'habitais, aujourd'hui j'habite à Toulouse, et à l'époque quand on est arrivé à Paris, il y avait toutes sortes de chorales, toutes sortes d'instrumentistes. Aujourd'hui j'ai un duo avec une violoniste qui s'appelle Duo Alma. On enregistre d'ailleurs les disques autour des femmes compositrices, ce qui est rare. Et Roman, il a d'autres groupes aussi. Oui, j'ai collaboré avec des compositeurs français aussi, comme Franck Angelis, qui a écrit tout un album pour un duo avec une fille qui était née ici en Bourgogne, à Paris-le-Monial, assez connue au milieu d'accordéon, c'est Demi Émorine. Elle était dans l'équipe de Petits Prodiges à l'époque avec Maurice Larchange qui traversait toute la France et ailleurs et donnait beaucoup d'envie aux jeunes à faire la musique. Parce qu'elle avait que 9-10 ans quand elle a commencé à tourner dans les télés, à la radio, etc. Et donc notre duo s'appelle Paris-Moscou et vous pouvez également écouter et retrouver d'autres duos que j'ai composés avec Balalaïka, avec Alexis Bilugov, un camarade qui habite vers Lyon, avec Anna, piano accordéon,
Et aussi avec mon fils qui joue de l'accordina. Il n'a que 11 ans bientôt. Voilà, il voulait jouer la flûte, mais moi je ne sais pas enseigner la flûte. Et du coup, on a trouvé une alternative, la flûte avec les boutons d'accordéon pour que je les mette les doigtés. Comme ça, il souffle toujours dedans. Et Anna, elle a aussi un fils de 12 ans qui souffle, mais dans le basson. C'est l'instrument très long comme ça que je vous ai imité tout à l'heure au tout début. D'autres questions? Vous êtes de quelle origine? On était nés à l'ex-Union soviétique avant que ça se casse. Donc, moi au Donbass et Anna, elle était née vers la Pologne, en Ukraine. En fait, c'est Ukraine. On est né en Ukraine, mais à l'époque, c'était vraiment un pays avec Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan. Tous les pays autour étaient tous russophones. Et on ne voyait pas du tout ni frontières, ni différence de culture, réellement. Et on était parti en Sibérie, en Russie, mais c'est vraiment dans le centre de Russie, pour faire les études. Parce qu'il y avait une école très reconnue pour les jeunes enfants assez doués, comme on disait. Et on allait faire les études là-bas jusqu'à des années 2000. Et ensuite, on a fait beaucoup de concours internationaux pour monter le niveau réputation de cette école à Novosibirsk. Et Roman, voilà, il était entendu par un jury dans un trophée mondial d'accordéon en Italie, c'était un jury français, un monsieur qui l'a invité à faire les études en France. Et dans les années 98, il est arrivé, il s'est installé pour faire les études en France. Et ensuite, elle a dit, ma petite sœur, viens avec moi en France, on va être ensemble. Et donc, moi, je suis arrivée à l'âge de 16 ans à Paris pour faire mes études. Et donc, depuis, on s'est fait naturaliser. Et maintenant, on est vraiment français parce qu'on vit plus de 20 ans ici sur cette terre avec vous en France. Et on est plus français que les Russes ou Ukrainiens, mais c'est nos origines. Voilà. Une fois, j'ai assisté à une conférence de Thomas Pesquet. Vous connaissez Thomas Pesquet? Oui. Et il est revenu de son premier voyage dans l'espace. Et j'ai allé au ciel sur corde voir ses premières vidéos qu'il postait à chaque fois de l'espace sur la Terre, etc. Et il disait à tout le monde, vous savez, vu de là-haut, on fait des tours, 12 tours par jour autour de la Terre, et vu de là-haut, nous sommes vraiment dans un espace restreint, avec des Russes, avec des Américains, etc. Donc on est tous des cosmonautes, des astronautes, en train de faire des expériences. Et vu de là-haut, on peut tous vous dire que nous avons l'impression à vous partager qu'on est tous sur cette Terre comme les astronautes sur un grand vaisseau spatial. Voilà. Mais il faut connaître un petit peu et prendre conscience de tout ce que nous avons comme ressources pour essayer de prendre soin également, comme nous ici, dans cet espace restreint, on prend soin de toutes nos ressources parce qu'on sait que ça peut finir vite, voilà, la nourriture, bientôt se terminer. Et donc, voilà, il avait passé ce message que m'a frappé. Je voulais vous partager aussi ce message de Thomas Pesquet. Ouais, et qu'on n'a pas de frontières en fait entre les nations aussi, parce qu'on est tous les enfants de la Terre. Et puis c'est les humains après qu'ils ont inventé tout ce qui est nationalité, les langues, etc. Mais on est tous pareils dans n'importe quel coin du monde. Et la musique, c'est un langage universel que vous pouvez écouter. N'importe quelle musique traditionnelle, ça peut vous réveiller d'émotions, des images, etc. Et c'est par ça qu'on